Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il check le micro, ouais le micro est allumé et il a des choses à dire parce qu'on a vécu une sacrée semaine, encore une fois, sur le monde du foot, sur la planète foot. On va discuter un petit peu d'autres choses là dans quelques minutes, mais d'abord Stan, comment ça va? Comment est-ce que tu as vécu les derniers jours? Yeah, ça va, tranquille, en forme. Écoute, tu vois, moi, d'habitude, durant cette période de l'année, je m'ennuie. Je m'ennuie un peu parce que le mardi et le mercredi, je suis obligé de venir et de vivre l'excitation des autres, tu vois. De vivre, en tout cas, de l'excitation footballistique à travers les autres. Parce que malheureusement, depuis des années et des années, mon équipe Arsenal est en galère en Ligue des Champions pour se qualifier à travers la Première Ligue. Donc, du coup, le fait de les avoir là, en ce moment, ça fait plaisir, franchement ça fait vraiment plaisir. Le match n'a pas été facile face au Bayern, mais bon, c'est ce genre d'opposition qu'on attend. Donc ouais, moi j'ai passé une belle semaine, une semaine très intéressante. En plus, on a que... Tu te rends compte que quand même, on est à 5 jours de matchs qui vont être fous. Des Ouais, 2-2, des 3-3, des... Non mais là je ressens un grand vide dans ma vie là. On est à l'heure où on tourne, on est jeudi après-midi et ouais, il y a un petit peu d'Europa League ce soir, etc. Mais j'ai trop hâte quoi, que le week-end passe le plus vite possible, que les journées passent le plus vite possible et qu'on se retrouve vite mardi soir parce que ouais, j'ai trop hâte. Et puis, pardon, avant de finir, Aston Villa, s'il vous plaît. Samedi, on doit jouer contre vous. Ouais, on a un titre à aller chercher. Sûr, pardon, faut pas nous fatiguer. Ils vont nous épuiser. Très important et très important pour eux aussi, hein, parce qu'ils ont pris un petit peu de retard maintenant, avec pourtant un match de plus que Tottenham à la fin de saison en Première Ligue. Donc justement, on va revenir un petit peu sur tout ça parce que ce soit sur les différents championnats nationaux, sur la scène européenne, ailleurs, la fin de saison est un peu folle et j'avais envie d'utiliser l'angle individuel pour revenir sur nos 10 joueurs clés de la fin de saison. Les 10 joueurs les plus importants, entre guillemets, de la fin de saison, parmi les joueurs dont on parle un petit peu moins d'habitude. On va enlever les stars, les superstars. Alors ouais, c'est vrai que De Bruyne, Haaland, Mbappé, etc. sont hyper importants. Vinicius, machin, sont très importants pour la fin de saison. Mais quels sont ceux dont on parle peut-être un petit peu moins et qui pourtant vont avoir un rôle clé sur la fin de saison de leur club qui vivent de gros moments, qui sont engagés sur plusieurs tableaux et ouais, qui pourraient avoir un rôle déterminant. Bon, moi j'ai composé, encore une fois, il y a une bonne petite liste, mais on va essayer de se limiter à 5 chacun. J'ai envie de commencer par ma plus grande star des 5, et il fait une très bonne saison cette saison, mais il peut faire mieux encore, je pense. C'est l'ami Darwin Núñez. J'en avais parlé bien sûr, début de saison, ça devait être son exercice, enfin confirmé, etc. Et franchement, toutes compétitions confondues, 18 buts, 13 passes D. 13 passes D, c'est plutôt ça en fait, c'est les passes D où c'est incroyable. Et il frappe pas les corners. C'est vrai, t'as raison. C'est pas des passes D, genre j'ai enchaîné 3 corners et puis Van Dijk est venu mettre des têtes. Hein. Non, c'est des passes D qu'il est pertinent dans le jeu en fait, franchement. C'est vrai. Évidemment, dans les grands espaces, la manière dont Liverpool bouge et attaque ces grands espaces, Darwin Núñez a un rôle clé là-dedans, mais surtout, moi je vois un monde où Liverpool actuellement a tout à jouer. C'est la dernière saison, c'est les derniers moments de l'ère Jürgen Klopp, il faut que ça se finisse bien. Ils ont la Première Ligue à aller chercher, ils sont qu'à 1 point d'Arsenal, ils ont l'Europa League, alors là on tourne avant les matchs d'Europa, mais ils vont jouer l'Atalanta là. La fin de saison de Liverpool, elle est super chargée, excitante. Il va falloir être au rendez-vous. Et moi, je vois Darwin Núñez qui est dans une bonne passe, c'est vrai. Mais pour moi, ça reste encore pas suffisant. Darwin Núñez, c'est statistiquement le joueur qui a gâché le plus de grosses occasions en Première Ligue. C'est aussi parce qu'il se les crée. C'est aussi parce qu'il est là et qu'il a ce gros volume d'occasions. Et ça, c'est la première partie du job pour un attaquant. Donc ça, le contrat est rempli. Mais sur 11 buts marqués, il a marqué 11 buts cette saison en Première Ligue, sur un total de 17,71 XG. Personne a un différentiel aussi fort. Même Nico Jackson, le tocard de la finition, que pourtant j'aime bien sur le papier, etc., il a un différentiel de 5,5. Darwin Núñez, c'est quasiment 7 de différentiel. S'il était, ne serait même pas, je parle même pas de surperformer ses expected goals, d'être un super finisseur, genre un Kane ou un Son des années précédentes, juste s'il était pile à la hauteur de ses XG, et qu'il avait donc 17 buts au lieu de 11, 17,71, donc 18 buts au lieu de 11, et ben il serait à un petit but du Golden Boot, parce que Haaland en a 19,
Et en vrai, avec 8 buts en plus, là, Liverpool aurait sans doute pris les devants. Ça fait pas mal de points en plus. Peut-être Liverpool est 5-6 points devant. Bah surtout qu'ils ont fait, je pense, pas mal de matchs nuls. Je pense que c'est ça qui les a tués, les deux derrière, hein, Liverpool et Manchester City pour le moment. Là, c'est le fait que, bon, il y a des matchs où, sur le stretch, ils auraient pu aller chercher la victoire. Ils n'ont pas réussi à aller la chercher. Donc, ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. 8 matchs nuls pour Liverpool cette saison en première ligue. C'est beaucoup, tu vois. C'est quand même beaucoup, quoi. C'est quand même beaucoup. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, oui, peut-être que c'est ce qu'il faut, en fait. Ce mec qui est capable, en fin de rencontre, ou bien à un moment donné, te donner l'avantage dans des matchs où souvent tu as l'avantage sur le terrain, parce que Liverpool est une équipe qui joue très, très bien cette saison. Il y a pas mal de joueurs à Liverpool qu'on pourrait mettre dans cette catégorie de joueurs à suivre, les joueurs clés qui pourraient débloquer les trucs, etc. Mais je pense, la qualité à la finition, c'est peut-être la saison de Liverpool, elle peut pencher là-dessus, hein, sur les gros matchs de Première Ligue qui restent, et aussi bien sûr commencer sur les matchs à élimination directe d'Europa League, où c'est toujours clé. Mais tu sais, tu parles de Liverpool, c'est drôle parce que moi aussi j'avais un joueur de Liverpool, tu vois. Donc comme tu dis, il y avait pas mal de joueurs de Liverpool que tu aurais pu mettre à l'intérieur et ça fait beaucoup de sens. Et oui, Darwin Núñez est très important. En tout cas, franchement, il est en train de faire la saison à la hauteur de ce qu'on attendait de lui quand il est arrivé du Portugal. Donc enfin, il est on the level et ça c'est bien pour Liverpool. Maintenant, moi je pense que il y avait un autre joueur que j'avais vu que je trouvais très pertinent, c'était le boy Endo. Le boy japonais au milieu de terrain. Je pense qu'en cette deuxième partie de saison, il est vraiment en train de s'installer au milieu de Liverpool et Liverpool en avait besoin. Dans le jeu de Klopp, dans ce gegenpressing là, tu as un peu besoin d'avoir, j'ai envie de dire, comment on appelle ça, un aboyeur. Tu vois, quelqu'un qui est là pour faire un gros travail de l'ombre et tout. Et en début de saison, on voyait un Liverpool qui galérait un tout petit peu au milieu de terrain, notamment McAllister. Il prenait pas mal de cartons jaunes, il était souvent pris de vitesse et tout. C'était difficile pour lui. C'était le temps que Endo réussisse à s'installer, s'acclimater et tout. Mais depuis qu'il est là, on voit McAllister maintenant qui est plus libéré. Tu vois, donc qui joue offensivement, qui lâche des passes les 2 derniers matchs de Liverpool là que j'ai regardé, franchement le boy il est au top de sa forme, il est là, il balance des ballons à Salah, tout ça. C'est parce que Salah il a jeûné. Et là le Ramadan est terminé, c'est fini là, il va recommencer à marquer des buts, tu vois. En fait, on aurait dû décaler le Ramadan 2 mois. On aurait dû le décaler 2 mois en fait pour que Mohamed Salah rate les derniers matchs de la saison, ce bandit. Mais c'est pour dire, franchement, Endo pour moi, je pense que quand Henderson est parti, quand Fabinho est parti, quand tous ces joueurs-là sont partis, ils ont recruté pas mal de profils qui se ressemblaient. Milner, tu vois. Milner aussi, voilà, quand il est parti. Ça, c'est des profils qui et les autres profils qui restaient se ressemblaient. McAllister, Szoboszlai, comment il s'appelle l'autre là, qui est venu du Gravenberch. C'est des profils qui, pour moi, se ressemblent un tout petit peu. Et donc, du coup, ils n'avaient pas ce joueur-là défensif qui tient, et ça c'est Endo. Donc moi je pense que si Endo il continue à faire de très bonnes performances, qu'il est en bonne santé d'ici la fin de la saison, ça pourra être très très utile à cette équipe de Liverpool là. Donc ouais, je l'avais dans la liste, mais oui effectivement un joueur de Liverpool ça fait du sens parce que Liverpool, écoute, t'as des choses à jouer, t'as des choses à gagner. On parle de triplé de Leverkusen, mais Liverpool, jusqu'à présent, le triplé is on, the treble is on. Gagner la Ligue Cup, bien sûr. T'as juste besoin d'une des 2 cups, tu fais ta première ligue et ton Europa League, et puis t'as fait ton treble dans le quartier, hein, tu peux venir. C'est clair. C'est pas le plus beau treble. Europa et League Cup, c'est un peu voilà, c'est un mini treble comparé à Swansea City la saison dernière. FA, LDC, c'est un peu plus prestigieux, mais de toute manière, je pense que si Liverpool prend la PL, ça suffira largement à leur bonheur. Pour la dernière saison de club. Donc effectivement, Endo très bien et Darwin. Une autre équipe qui joue extrêmement gros sur cette fin de saison et du coup un autre attaquant que j'ai voulu mettre en lumière comme joueur clé. Il a très peu joué en club cette saison, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est Sébastien Haller. Parce que Dortmund joue non seulement ce quart de finale retour contre l'Atleti, où ils sont encore dans le match, notamment grâce à Sébastien Haller, c'est encore possible, tu retournes au Signal Iduna Park, ça va être difficile, ok, l'Atleti, mais maintenant ils sont à la maison, ils avaient fait ce gros match contre le PSV Eindhoven à la maison pour remporter leur 8e de finale de Champions. Maintenant, ils seront encore une fois devant le mur jaune, 80 000 supporters, etc. Et le truc, c'est que Füllkrug,
qui peut être utile dans le jeu de déviation, etc. Ça décline pas mal en ce moment. Franchement, j'ai vu le match contre l'Atleti là tout à l'heure pour en faire la vidéo. Il a été sorti à l'heure de jeu parce qu'il a été invisible et du coup remplacé par Haller qui a eu 30 minutes. 30 minutes en club, 30 minutes avec Dortmund, c'est le plus gros temps de jeu qui a été donné à Haller sur un match depuis fin septembre. Il jouait très peu. Ah ouais. Et là, il revient. Ah, c'est ouf, hein, c'est ouf. Il jouait quasiment pas. Et là, il revient petit à petit. Il a marqué ce but, donc hyper important contre l'Atleti. Contre le Bayern, il avait donné une passe décisive aussi. Bien sûr, il a vécu une saison magnifique. Si tu lui demandes à lui, c'est peut-être la plus belle saison de sa carrière. Champion d'Afrique. Voilà, en plus en ayant un rôle déterminant, décisif sur les grands matchs, etc. Donc magnifique ce qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, avec Dortmund, il y a cette qualif en Champions et potentiellement en plus, tu sais que tu es dans la partie de tableau, pas la pire. Il peut y avoir une route vers la finale du LDC. Évidemment, Dortmund est de très loin l'équipe qui est la moins bien cotée pour aller remporter le titre. Même la finale, ça va être très difficile, etc. Mais on sait jamais. Et aussi, il faut retourner en Ligue des Champions tout court. Et pour l'instant, Dortmund est 5e de Bundesliga. Leipzig est repassé devant. Ils sont au même nombre de points. Mais Leipzig est repassé devant à la différence de but. Donc il va y avoir des moments très importants sur cette fin de saison pour Dortmund. Et Sébastien Haller, il va avoir un rôle clé à jouer là-dedans. Parce qu'à mon avis, il va avoir de plus en plus de temps de jeu sur la fin. Je serais même pas surpris, vu sa demi-heure et vu celle de Füllkrug, qu'il soit titulaire au match retour. Et ça, ce serait dingue parce que Haller titulaire, on n'avait pas vu ça depuis un moment quand tu combines Bundesliga et Ligue des Champions sur cette saison. Donc ouais, je pense que ça va être très important pour lui. Et ça pourrait lui permettre aussi d'effacer un petit peu la fin de saison dernière où, on se souvient, 34e journée contre Mayence, Dortmund, s'ils l'emportent, ils sont champions, ils font tomber enfin le Bayern, et il avait raté un penalty dans le match décisif. Les étoiles peuvent peut-être un petit peu s'aligner, ou peut-être pas du tout, et ça floppera, et il partira à la fin de saison, parce qu'on parle d'un transfert pour Haller depuis un moment. Mais peut-être les étoiles s'alignent, et Haller joue un rôle absolument clé dans une fin de saison très importante pour Dortmund. C'est pour ça que je le mets dans ma liste. Je suis d'accord avec Haller, hein, ça fait du sens. Franchement, j'avais pas pensé à lui. Tu vois, moi, j'ai pensé à Dortmund, j'ai réfléchi un peu et j'ai vu l'affaire autrement. Mais tous les faits que tu as dit sur Haller sont tout à fait véridiques. Ils font énormément de sens. Je savais pas qu'il avait si peu joué que cela c'est dingue, ouais. de la saison pour un mec qui est arrivé à la CAN, lui, blessé. Donc, on se disait que, ok, physiquement, il était pas au top, mais après la CAN, je m'attendais vraiment à ce que ça décolle automatiquement parce qu'il était chaud, quoi. Il était on fire, franchement, à la Coupe d'Afrique. Donc ouais, c'est quand même, c'est un peu dommage. En plus, c'est un attaquant que j'aime bien parce que c'est un style d'attaquant qui devient de plus en plus rare. Tu vois, on trouve ça de plus en plus rare physiquement comme ça, grand et tout, mais qui est aussi bon techniquement, très bon de la tête. Donc ouais. Écoute, un peu plus complet que Füllkrug peut-être, qui est surtout point d'appui, déviation, etc. Füllkrug, c'est Füllkrug qui nous a bluffé durant la Coupe du Monde. On s'en rappelle, il est rentré ici avec les Moussiala et tout. Füllkrug, c'est un bandit. C'est pas un grand joueur. C'est un débrouillard, Füllkrug. C'est un bon débrouillard allemand. Tu vois. Non, moi, je pense que Haller, voilà, je pense que, honnêtement, en tout cas, moi, sur le papier, si je devais choisir, j'aurais mis Haller. Donc après, c'est juste à Edin Terzic de se gérer. Mais comme je disais, au niveau de Dortmund, moi j'avais une autre idée, je la voyais autrement l'affaire. Et ça va me donner un parallèle aussi avec le prochain joueur. Parce que, bon, en fait, moi j'avais plein de joueurs sur ma liste, tu vois. Moi, c'est toujours ça mon problème avec mes top 5 sont souvent des top 6, des top 7 et des top 8. C'est comme la première ligue, tu vois. On a commencé top 4, top 6. C'est vrai. Du Big 4 au top 6. Voilà, je te jure, voilà, du Big 4, pardon, au top 6. C'est pour te dire à quel point j'ai cette difficulté-là. Mais non, moi je pensais à Marco Reus en me disant que il joue pas beaucoup cette saison effectivement, mais Dortmund est dans un stade où ils ont comme d'habitude beaucoup de jeunes, mais lui c'est l'expérimenté. C'est vraiment l'expérimenté, même s'il a pas eu l'occasion d'être là et d'être présent lors des grands événements, malheureusement à cause d'une carrière toujours des années des blessures. Chaque année d'Euro il a été blessé lui. Chaque année de Coupe du Monde il a été blessé. C'est vraiment dommage. Mais je me disais voilà que dans ce last run là, surtout en Ligue des Champions, parce que c'est là où tout va se jouer vraiment pour Dortmund, je pense, pour cette saison-ci. Je me disais peut-être que l'expérience de Marco Reus, qui a vécu en plus, je pense, cette équipe de 2013-là, si je ne m'abuse, qui était allée en finale avec les Gundogan et puis tout ça. Ce serait tellement la belle histoire, parce que de ce qu'on dit, c'est ces derniers moments avec Dortmund. Il n'y a pas trop de prolongation qui arrive, il est en fin de contrat cet été. Donc ouais, l'histoire, elle serait magique, quoi. J'ai eu beaucoup de difficultés à choisir un joueur. Je savais que je voulais en mettre un, mais à en mettre
un de l'Atleti. Parce que côté Atlético Madrid, j'ai l'impression tout le monde est clé. Les gars, ils sont parfaits pour cette vidéo, où c'est pas forcément le star power monumental, à part peut-être Griezmann, quelques autres. Mais sinon, tout le monde est un joueur de l'ombre, tout le monde joue son rôle hyper important dans la partition. Samuel Lino, qui a marqué le but à l'aller, malheureusement, il est suspendu pour le retour, donc je le mets pas là-dessus. Mais je pensais à pas mal de monde, et j'hésite. En gros, j'ai Koke, parce que le captain... lui, en vrai, récemment, il y a un truc qui est revenu un petit peu sur la table, c'est genre, où est Toni Kroos dans la hiérarchie des grands milieux centraux de Liga. Comme à un moment, il y a eu aussi Modric, on parlait beaucoup de Xavi, Iniesta, Busquets, et puis après Modric fait quelques extraordinaires saisons, remporte le Ballon d'Or, les gens commencent à se demander et tout. De plus en plus, je vois Kroos venir sur la table maintenant, genre où est-ce qu'il est lui par rapport au grand historique du Barça. Koke sera jamais dans cette conversation-là, mais il est quand même dans son petit rang à part de gars qui est à l'Atlético Madrid depuis toujours. Formé à l'Atleti, un seul club, il est one club man pour l'instant, il a vécu tous les grands moments, il a vécu les finales de Champions, il a vécu le titre, il a vécu ces grands moments, c'est le lieutenant de Simeone, le premier nom coché sur la feuille de match, le capitaine, il n'est pas remplacé, il joue la plupart du temps les 90 minutes, etc. Et je vois l'Atlético Madrid, je vois cette équipe de vrais bandits qui est capable de défendre, d'absorber la pression, mais aussi de venir vraiment chercher Dortmund comme ils l'ont fait sur la première demi-heure, d'être extrêmement agressif. Bah lui, il joue un rôle clair là-dedans, parce que l'Atleti, c'est la débauche d'énergie, et c'est le culte défensif, transmettre super bien aux nouveaux arrivants, quand je vois la manière dont Jiménez et Azpilicueta par exemple parlent à Samuel Lino pendant tout le match pour ajuster un petit peu son placement, etc. Bah Koke, c'est ça. Et Koke dans un milieu de terrain qui parfois peut manquer un petit poil d'expérience, quand il y a Barrios par exemple qui a 20 ans, quand il y a Lino dont on a parlé. Koke, il joue un rôle très important là-dedans. C'est aussi un joueur qu'on voit pas tant que ça sur le terrain, mais sans lui, l'Atlético Madrid, ce serait pas du tout la même chose. Donc je pensais à Koke, mais je pense à Witsel aussi qui fait une saison intéressante, défensivement très costaud. Je pense à Aspi et je pense à Marcos Llorente. Peut-être à la fin je mettrai Marcos Llorente parce qu'il peut jouer dans toutes les positions. Il est hyper important pour l'Atlético Madrid. Et il est déjà aussi, même sur ses contributions offensives, à quasiment 10 buts, plus passes D, genre, je crois 6 buts et 3 passes en Liga cette saison. Donc ouais, pour un Atlético Madrid qui non seulement joue la Champions, bien placé pour aller dans le dernier carré, et après, l'Atlético, si ça joue Paris ou Barça en demi-finale, s'ils sont outsiders, ce sera pas de grand chose, quoi. Donc il y a pas mal de gens, là j'ai fait le sondage sur Twitter en mode quelle finale de Ligue des Champions vous voyez. Je vois beaucoup de Man City Atleti. Donc l'Atleti joue très gros et ça pourrait être enfin l'opportunité pour eux d'aller gagner leur première Ligue des Champions de leur histoire avec Koke, le gars formé au club qui soulève la coupe. T'imagines, l'histoire elle serait folle. Mais aussi, un peu comme Dortmund, en Liga, leur qualification n'est pas du tout assurée pour l'instant. Ils sont 4e, ils ont 2 petits points d'avance sur Bilbao. Donc là aussi, il y a un enjeu très fort. Et c'est pour ça que ouais, je mettrai un gars de l'Atleti. Je vais mettre Koke à la fin, un petit peu pour aussi le côté un peu Marco Reus, la belle histoire, etc. Mais il y a pas mal de gars qu'on aurait pu citer. C'est ça le problème de Twitter, quoi, en fait. C'est que Twitter, ils sont toujours dans des trucs, on leur a rien demandé, en fait. Les gars, Atleti qui gagne la Ligue des Champions, ouais, je suis désolé, hein. C'est bien pour les fans de l'Atlético, mais en fait, moi, j'ai eu une partie de mon cœur de fan de Gunner qui... Déjà, cette semaine, j'ai vu sur les réseaux. En fait, nous, on ne nous respecte pas. J'ai vu sur les réseaux cette semaine. Apparemment, il y a une intelligence artificielle là. On lui a demandé, machin, c'est qui va gagner la Ligue des Champions jusqu'en 2109. Oui, j'ai vu ça, mais ça, c'est n'importe quoi. Ils ont mis tout le monde sauf Arsenal. J'ai dit 50 prochaines années. Ils ont mis United pour 2025, alors qu'United, ils vont vraisemblablement même pas se qualifier. Ouais, Tottenham, il gagne en 2030. C'est quoi ça? C'est vrai que si l'Atlético la gagne avant vous, bon, en vrai, ce serait quand même mérité vu les performances en Ligue des Champions sur les dernières saisons. Non, oui, d'accord, mais bon, voilà, je sais pas, c'est une question, c'était juste personnel, quoi. J'ai réfléchi au scénario du premier. Bah, Atlético-Arsenal, alors, finale Atlético-Arsenal. Voilà. Ce serait beau, hein. Ce serait beau, ça. Franchement, ça serait pas mal. 2 équipes qui n'ont jamais gagné en finale ensemble. Voilà, c'est ça. J'ai dit vraiment les vraies finales. Avec Paris, Arsenal, Atlético, tout ça. Vraiment les Real, Manchester City, tout ça, ils n'ont qu'à nous pardonner. Je vais aller directement dans un grand club. Un club qui a, je pense, pas mal de choses à jouer cette saison. Ils sont sur potentiellement un doublé, en tout cas, en termes de titres majeurs. Donc, une Ligue des Champions. Le Real Madrid. C'est un joueur qui, pour moi, d'ici la fin de la saison, est le joueur le plus important de cette équipe-là.
Okay, on parle beaucoup de Jude Bellingham, de Vinicius, de Rodrigo, de l'armada offensive, de Toni Kroos, de tout ça et tout. Mais je pense que là où... je suis curieux, là maintenant j'ai envie de savoir. Ouais, non, franchement, là où le Real est en train de devenir très fort en ce moment et durant cette saison-ci, parce qu'ils avaient besoin d'un leader, c'est là où ils ont perdu beaucoup de joueurs, c'est défensilui ce joueur, c'est Rudiger. Je pense que c'est Rudiger d'ici la fin de la saison. S'il continue au niveau auquel il est, il y a même pas quelques semaines, il y a 2 buts là. On lui donne pas ça, mais c'est lui. En fait, sur les corners, il surgit genre Sergio Ramos 2014 constamment, il est dangereux. La dernière fois en Ligue des Champions, il nous sort une top performance face à Haaland, comme il a l'habitude de faire. Hein, tu vois, c'est un Rudiger, lui, il rentre en mode lutte en fait. Il te prend comme ça. Je comprends même pas en fait. C'est un marquage. Franchement, dans les règles, on doit interdire ça. On doit interdire ce genre de marquage là, parce que Rudiger il fait des marquages, c'est non conventionnel. Non mais c'est vrai. Il n'y a pas une école de football où on t'apprend à marquer comme ça. Rudiger, il s'en fout. Si le PSG avait eu Rudiger sur Lewandowski, là, l'autre soir, qui a fait tellement mal à Beraldo, c'est autre histoire. Hein. Ça change pas mal de choses, tu vois. Donc c'est un peu, quand tu regardes ça, je te dis, je pense que quand tu perds, comment il s'appelle, Eder Militao, voilà, qui est Eder Militao, pas besoin de beaucoup parler ces dernières années, voilà, il s'est vraiment imposé. Tu perds Thibaut Courtois, t'as un Nacho, t'as un Alaba qui est pas là, t'as un Nacho, c'est compliqué, parce que moi je m'attendais à ce qu'il soit titulaire la dernière fois, tu vois, mais finalement c'est Tchouaméni, tout ça, peut-être qu'il s'est blessé au cours de la saison, mais bon, j'ai pas vu d'informations contraires. Au cours de la semaine, il sera sans doute au retour parce que Tchouaméni suspendu pour le suspendu dès les premières secondes. Donc quand je regarde ça, je me dis, ouais, je pense que Rudiger, franchement, c'est le leader de cette équipe défensivement, en fait. C'est lui le patron. C'est Carvajal qui porte le brassard de capitaine de temps à autre. Mais sinon, le vrai leader, c'est vraiment Antonio Rudiger. Donc, ouais, moi, je vois un Rudiger, s'il est au top d'ici la fin de la saison, ça va permettre à ce Real-là, surtout en Ligue des Champions, face à des grands attaquants, il aime ce genre de match-là, en fait. Je sais pas pourquoi, il aime ça. Il aime ça. Comme la dernière fois face à la France, il a sorti une top perf. En fait, il aime ça, lui. En fait, dès que, je sais pas, le genre de gars, on dirait, dès qu'il y a les projecteurs, il y a les lumières, il se lâche. Donc, non, c'est une vraie personnalité, je sais pas, il a un petit peu de pep en lui, il serait le central parfait de Mourinho, tu sens qu'il vit à travers ce trash talk et cette conflictualité aussi dans les matchs, et non, il est vraiment top, en plus d'être un extraordinaire joueur de foot. Ça va être sympa avec la Mannschaft à l'Euro, là, hâte de voir à quoi ça peut ressembler, mais totalement d'accord, Rudiger c'est bien, effectivement dans l'ombre, joueur hyper important, là, déplacement à l'Etihad, va falloir être costaud, va falloir être fort. Donc ouais, très très clé, et ça me fait penser à un autre défenseur central, et même 2 que je mets ensemble. Je triche un petit peu. Pour l'instant, j'ai mis Darwin Núñez, Sébastien Haller et Koké, et je vais les mettre ensemble. C'est une paire. Pour moi, c'est peut-être la paire de défenseurs centraux la plus importante de la fin de saison. Et tu les connais très bien, parce que c'est tes amis William Saliba et Gabriel. Les 2 ensemble, franchement... Il faisait une très très grosse saison. Ouais. La meilleure défense de Premier League. 24 buts encaissés seulement, loin devant Manchester City qui est à 30, un truc comme ça. Gabriel Saliba, le potentiel pour devenir peut-être la grande paire de centraux de Premier League, etc. Contre le Bayern, un peu la catastrophe. Non, mais c'est grave ce qu'ils ont fait face au Bayern. Ouais, tu me parles de catastrophe. Voilà, mais toi, tu es gentil, toi, tu es sympa, toi, à parler comme ça. Il n'y a pas de catastrophe. En fait, la vérité, c'est qu'Arteta, il doit rentrer avec eux, ces vidéos. C'est comme les séances de torture, là, où on t'ouvre les yeux, machin, ils doivent regarder. Il faut qu'ils voient ce que nous on a vu. Ah oui, genre Orange Mécanique avec les voilà, petits... merci, c'est le film que j'avais plus, en fait. Voilà, c'est ça, Orange Mécanique. Exactement. Je me suis dit, mais ils se foutent de qui, en fait? J'imagine l'action maintenant. En plus, on l'a vu, la salle de la vidéo dans le documentaire All or Nothing avec le gars du staff technique et tout. Je l'imagine en train de mettre avec des Ben White, trucs là. Métalliques. Je mettrai l'image pour les gens sur la vidéo, une sacrée image. Non, ils sont pas sérieux, franchement. Non, mais en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que tu fais 8 mois de top travail, t'arrives un mardi soir et tu foires tout. C'est dommage, j'ai pas compris, en fait, j'ai pas compris Et moi, je m'attendais à ce qu'il pocket Harry Kane, Leroy Sané, là, on le lance même pas le temps de s'élancer. Mais là, mais quand même, Leroy Sané, c'était tout à l'heure, tu parlais de l'Atlético. Je voulais dire que si on faisait draft des animaux d'Atlético, c'est les fourmis, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. En fait, tu peux pas dire c'est qui, il y a juste une reine. Elle s'appelle là-bas Cholo Simeone, sinon, mis à part ça, c'est une association de bandits fourmis. Mais Leroy Sané, c'était quelque part léopard en un, en fait. Il y avait personne pour l'arrêter.
pas de Bernache. Ouais. Déçu de cette équipe d'Arsenal. Non, franchement, c'est des tocards, mais deux centraux là. Je suis d'accord avec toi, ils ont intérêt à se gérer. Ouais, c'est très important, très important. Ouais. On va pas rappeler l'évidence, mais Arsenal, ça joue le titre. 1 point d'avance à 7 journées de la fin. Ligue des Champions, maintenant, il y a le retour à l'Allianz Arena qui, moi j'en parle depuis un moment là. Je vois aucun monde dans lequel ce match est pas un classique immédiat de la Ligue des Champions. Ça va être un match monstrueux. Quoi qu'il arrive, si Arsenal va à l'Allianz Arena, élimine le Bayern chez eux pour aller en dernier carré de Champions, c'est juste un truc monumental. Si le Bayern sort Arsenal, qui était quand même favori de la double confrontation avant, et ce Bayern qui faisait une saison catastrophique, c'est un énorme événement aussi. Donc dans tous les sens, ça va être fou. Mais il va falloir être costaud. Hein. Quand je vois que tu trembles un petit peu à l'Emirates contre un Bayern qui est un peu en méforme, et maintenant tu vas un petit peu traumatisé par les flèches de l'aller. Bon, Gnabry sera pas là a priori. Et Coman, faut voir. Mais Sané, je pense, il devrait être de retour. Il y a toujours Moussiala qui peut rentrer un petit peu dans la zone. T'as Kane qui va falloir gérer. Et maintenant, ça, c'est en Bavière. Avec la petite musique quand les buts sont marqués. Yeah, leur bail de dessin animé, là. Ils ont cru que c'était... Comment on appelle ça? Thank you all folks. Ah oui, le générique de fin des Looney Tunes, là. Voilà, ils nous fatiguent. Franchement, ils respectent personne, ces Allemands-là. Je l'ai dit, ils sont épuisants, ces Allemands. Ils sont vraiment épuisants. Ils sont épuisants, en fait. Épuisants. Ils jouent samedi face à Heidenheim, ou je sais pas quoi, là. Foutent du n'importe quoi. Comme t'as dit dans ta vidéo, laissez-moi tuer le royaume de World of Warcraft. Franchement, je sais pas de où ils sont sortis. Une terre magique. Des équipes que tu connais même pas, t'as jamais entendu, franchement. Moi, quand j'ai vu Heidenheim, j'ai dit, non, franchement, c'est incroyable. Tu arrives à l'Emirates et des fulgurances par-ci, des trucs. En fait, moi, je pense que c'était le stress. Je sais pas ce qui s'est passé, en fait, mais je m'attendais à ce que, après l'expérience de la saison passée, l'Europa League qu'on a élimination face au Sporting d'ailleurs, la Ligue des Champions, le championnat pardon, que tu perds et tout en toute fin de saison, alors que tu as quand même 8 points d'avance à un moment donné sur Manchester City, quoi, tu vois, ça c'est une réalité qu'on peut pas enlever. Donc je pensais que ces boys là étaient devenus plus froids, mais franchement je suis désolé, ils ont été mentalement atteints pendant ils sont fait un peu secoués. Ouais. Ah, pour des défenseurs centraux, ils sont encore relativement jeunes. Je crois que Gabriel, c'est 26, Saliba 23, un truc comme ça. Et il faut dire que ce stade-là, ils l'ont pas vraiment vécu avant, quoi. Là, c'est les quarts de finale de Champions. C'est un très gros en face. Donc, il va falloir se remettre en selle. Tout est possible. Il n'y a rien qui est compromis. Tu as juste fait 2 partout. Ça repart à 0-0. Mais maintenant, il faut se déplacer en Allemagne. Donc, je les attends. Franchement, je les attends. Il n'y a plus de but à l'extérieur. Donc, ça remet les cartes à 0, en fait. C'est vraiment, comme je dis, là, en fait, il faut battre le Bayern. Il n'y a plus de discussion. Voilà, il faut gagner face au Bayern pour se qualifier. Il n'y a pas de genre, je perds 3-2 parce que j'ai mis 2 buts là-bas. Oh, c'est fini tout ça, là. Maintenant, il faut taper le Bayern. Voilà. Et pour ça, il va falloir une défense très très solide. Et il va falloir une défense solide en Première Ligue aussi, où là il reste 7 matchs. Arsenal joue Tottenham à Tottenham, United à United, avec la vitesse de ces gars-là. Chelsea, réception de Chelsea aussi, Cole Palmer, etc. Villa ce week-end. Villa ce week-end. Avec Watkins qui a 18 buts, 10 passes et qui va falloir gérer. Ouais, gros calendrier de perspective. Je suis en train de le mettre en stress là. Je suis en train de faire grimper la pression du côté de Montréal. Mais ouais, Gabriel Saliba, c'est... Voilà, je les attends. Là, il va falloir s'imposer, il va falloir montrer que tu peux prétendre au rang de peut-être la meilleure paire de centraux de Première Ligue. Ils y sont pas encore, mais si Arsenal remportait le titre avec la meilleure défense cette saison, ils pourraient y postuler. Mais pour ça, il va falloir gérer les très très grosses échéances qui arrivent, où mentalement, il va falloir être costaud. Bon, on va passer. D'ailleurs, au niveau d'Arsenal, j'avais un autre. Non, en fait, déjà, là, c'est le calendrier, en fait. J'ai pensé à ça, je me suis dit, c'est out of nowhere, ils ont tous des choses à jouer. Chelsea, c'est Everton, même à la toute fin aussi. Mais Chelsea, ils n'avaient rien à jouer. Là, maintenant, ils visent l'Europe, ils sont là, ils se disent, on pensait jamais de Europa League, tout ça, etc. C'est incroyable. Tottenham, la Champions. Tottenham, la Champions. Manchester doit se consolider sur une place européenne et tout. Et c'est peut-être, voilà, on sait jamais, hein, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils rattrapent Tottenham et puis Aston Villa. Villa, ils doivent gérer leur 4e place. Donc, c'est incroyable, en fait. On a vraiment, comme tu as dit, Everton, je pense, ces dernières journées. Voilà, où eux, ils jouent le maintien jusqu'à présent. C'est chaud. Franchement, le calendrier, là.
là, en ce moment. Écoute, on va y aller day by day. Tu sais, peut-être que moi, je sais pas, mais c'est moi, comme je disais la dernière fois, c'est peut-être nous les cons au dîner des cons. Peut-être, on sait pas, mais notre saison, la semaine prochaine, elle est terminée. Mais moi, j'y pense depuis un moment, là. Quand je vois cette semaine, depuis le match contre le Bayern, là, je me dis, bah là, en 6 jours. Peut-être que c'est fini, hein. La semaine, peut-être tu perds face à Villa, tu t'arrives face au Bayern, tu te gères pas, et puis après, la semaine d'après, tu te gères pas, et c'est terminé en championnat, et puis basta, hein, et la saison, elle est terminée, encore en avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Ne te découvre pas d'un fil. Mais nous, dès qu'on arrive en avril, hop là, c'est fini, les maillots de bain, les bikinis, oh là là. J'imagine le stress chez Arteta, là, dans la famille Arteta. Oh, putain, ça doit être là, ça doit être tendu. Mais donc, du coup, j'avais un autre joueur d'Arsenal, en fait, mais je vais le balancer comme ça. Je vais peut-être pas le mettre sur ma liste réellement, mais c'était Jorginho, tu vois, parce que comme tu as déjà mis des joueurs d'Arsenal, c'est Jorginho, parce que en cette deuxième partie de saison, vraiment, il est au top. La dernière fois face au Bayern, il a galéré. Et dès que, en fait, tu vois, on est arrivé avec un système qui nous a permis de libérer Declan Rice. Franchement, on l'a libéré complètement. Il pousse lui-même. La dernière fois, dans une entrevue récemment, il en parlait quand il était en sélection nationale. Je pense qu'il était avec Frank Lampard, avec Adidas et tout ça là, pour des nouvelles chaussures. Et il en parlait en disant à quel point que il est vraiment libéré en fait parce que Arteta lui a donné cette opportunité-là de pouvoir pousser, tu vois, presque être des fois un deuxième attaquant et tout, tu vois, bien sûr, de se projeter. Mais ça, c'est grâce à Jorginho. Et derrière, moi, j'ai un problème, c'est que d'ici la fin de la saison, j'ai un Thomas Partey qui est revenu de blessure, mais qui peine à trouver ses marques, en fait. La dernière fois, il me fait une rentrée, mais catastrophique. Je dis, mais c'est quoi ça? Tu rentres pour perdre 4 ballons, façon Bayern, avec les flèches qu'ils ont, on fait pas ça. Donc, Arteta disait récemment en conférence de presse, j'espère qu'il a, j'espère qu'il a envie de rester, mais j'espère qu'il est heureux, ou j'espère que, je sais pas, il va retrouver son truc. En tout cas, parce que il est en fin de contrat aussi, je pense, si je ne m'abuse. Donc, il y a pas mal de facteurs qui font que Jorginho devient un point important. Important pour cet équilibre-là qui est important entre Declan Rice et Martin Odegaard, tu vois. Et puis Kai Havertz aussi, tu vois. Tu me suis, si tu oublies les deux ailiers. Donc voilà, donc c'était Jorginho que j'avais... T'as raison, clé sur la fin de saison parce qu'il n'y a pas vraiment de remplaçant pour lui, quoi. Comme t'as dit, Partey, c'est compliqué. Voilà. Donc bon, pour l'instant, j'ai Darwin, Haller, Koké et genre Gabriel Saliba en 1, la charnière d'Arsenal, quoi. Et toi, tu voulais nous en sortir un autre? J'ai des mecs qui jouent la relégation. J'ai un mec de Lyon même. Ok. Bah nous on joue pas la relégation, mais. Ouais, mais c'est bizarrement, c'est comme vous êtes passé de on va en D2. On s'est bien rattrapé. Nous on joue un titre, monsieur. Nous on joue la finale de Coupe de France. On joue la finale de Coupe de France. Ah ouais, ça va être chaud. En plus, c'est après tout quoi. C'est tout va être terminé, tout ça, les championnats, tout ça. Oh là là, ça va être la crème de la crème en fait. C'est ta finale de Ligue des Champions. Avant la finale de Ligue des Champions. Tu sais, c'est la semaine où il y a Conference League, Europa League. Tu vois, c'est quand il y a les trois finales qui vont. Tu l'as bien marqué sur le calendrier, hein, c'est bien. J'ai hâte de voir ton débrief sur notre titre, du coup. Non, ça va être chaud. Ah ben, écoute, j'ai hâte de voir, hein, franchement, Paris-Lyon, ça fait longtemps en plus qu'on n'avait pas eu ce genre d'affiche-là en finale de Coupe de France. Donc, ces dernières années, c'était quoi? Nantes, Toulouse, tout ça, là. Toulouse, Nantes, Voilà, c'est qui s'est géré. Alors, en cette fin de saison, en parlant d'une équipe, je pense, qui est... Alors, Thiago Silva de Chelsea. C'est un paradoxe. Il a 150 ans, c'est le meilleur défenseur de cette équipe. En fait, c'est-à-dire que Chelsea... C'est vrai. Non, c'est qu'il n'y a pas de discussion. C'est que Thiago Silva, là, je sais pas si c'est sa dernière saison ou pas. Je sais pas contractuellement où est-ce qu'il en est. Mais il reste 7 matchs. S'il peut leur donner 7 top matchs sans blessure, au top de sa forme, peut-être que Chelsea, ils vont chercher une place européenne. On sait jamais. En fait. Mais la vérité, elle est là, quoi. Parce que Badiachil, Disasi, Fofana, c'est l'infirmerie, Tchaloba, n'importe qui que tu mets, s'il n'y a pas Thiago Silva, automatiquement, tu as l'impression que cette défense manque de leadership. Elle manque de quelqu'un pour la guider. Le gardien n'est pas très bon. Petrovic, là, je pense, si je ne m'abuse, il n'est pas très bon. Il prend des buts, des fois, tu comprends pas. En fait, c'est le seul leader que j'ai trouvé défensivement là-bas depuis le départ de Azpilicueta. Parce que c'est pas possible. Chelsea, il marque 2 buts. Il joue face à des équipes où ils doivent pas encaisser, ils prennent 2 buts. Là, je regarde là sur les 9 derniers matchs de Chelsea, ils ont encaissé à chaque fois.
4 contre Liverpool, 4 contre les Wolves, 1 contre Palace, 1 contre City, 2 contre Brentford, 2 contre Newcastle, 2 contre Burnley, 3 contre United, 2 contre Sheffield United. Sur leurs 13 derniers matchs, ils ont fait qu'un seul clean sheet. Et en plus, ils ont perdu Colwill aussi sur les dernières rencontres. Effectivement. Et donc ouais, ça rend d'autant plus important Thiago Silva, qui a 39 ans, t'as raison, il est en fin de contrat cet été. Et c'était mon premier choix de draft, de nos toutes premières drafts. Pour 2 millions d'euros, je crois, à l'époque. Yeah, ouais, c'est ça, hein, 2,5, je sais même plus. Thiago, il coûtait pas cher. Ouais. Et jusqu'à présent, mais sur le terrain, franchement, il a un apport qui est inestimable. Donc, voilà, il y a des choses à jouer en cette fin de saison. Je pense qu'au niveau de Chelsea, la dernière fois, la victoire face à United, en plus, elle leur a fait du bien aussi mentalement. J'ai hâte de voir ce week-end comment ils vont surfer dessus. Ils n'ont pas grand-chose à jouer à part le championnat, non? Si je ne m'abuse. Chelsea, non, ils jouent encore la demi-finale. Ils sont FA Cup? Ouais, contre City. Ah, contre City. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est eux qui jouent City. Et de l'autre côté, c'est pas Liverpool. De l'autre côté... United, c'est pas Liverpool. Non, parce que ça a déjà été joué et United avait gagné 4-3 avec le but à la toute fin d'Amad Diallo, etc. L'autre match, il y a une équipe un peu... Ah, c'est United Coventry. C'est United qui joue Coventry. Voilà, c'est ça. C'est United. Ouais, ils ont les trucs. Ouais, c'est vrai. Ils jouent Coventry. Donc, ouais. Donc, du coup, voilà. Donc, Chelsea, en cette fin de saison, t'as la FA Cup. Un match important face à City. Si tu as un Thiago Silva qui est en forme, voilà, ça peut peut-être motiver ces jeunes-là à côté. Mais malheureusement, c'est vraiment décevant, quoi, parce que je trouve que tous ces jeunes-là, tous ces boys de Deschamps, là, Deschamps n'a qu'à parler assez petit quand même, franchement. Les Disassi, les Badiachil, tout ça. Nous, on a beaucoup de défenseurs centraux. Ouais, le niveau est décevant cette année. Donc voilà, Thiago. Je vais t'en mettre un autre. Il est important. Je pense qu'il est important. On va voir si hier c'était un déclic. Il s'est tressé, on dirait, l'ancien gardien du Barça, Pinto. Rafinha, l'ami. Il s'est tressé, on dirait, l'ancien gardien du Barça, Pinto. Il a vu Ronaldinho, hop, il était motivé, il a dit, ouais, c'est aujourd'hui que je vais venir, je vais jouer truc. Il marque, il fait célébration de Neymar. Neymar va sur les réseaux sociaux, il like ça, il commente sur sa publication. Mais Neymar, c'est un bandit. Neymar respecte pas le PSG. Neymar, c'est un fou. Et tout. Non, je dis Rafinha, peut-être qu'on sait jamais. Peut-être que franchement, peut-être qu'effectivement, ils ont raison. Peut-être qu'il n'est plus du Bangladesh. Peut-être que vraiment, il est redevenu brésilien. Il n'est plus bengalais. Donc, Rafinha, voilà, Rafinha, pourquoi? Parce que Yamal, c'est bon. Mais Yamal, il a 16 ans. Et Yamal, voilà, il peut pas porter l'équipe. La vérité, c'est ça, quoi, en fait. Yamal est un très bon joueur. Mais porter l'équipe dans des grands matchs comme ça, de temps en temps, t'as besoin vraiment du collectif et que certains d'autres enlèvent cette pression-là sur ces enfants comme Yamal pour qu'ils puissent s'exprimer au meilleur de leur potentiel. Et des bonnes performances de Rafinha, ben, ça permet d'enlever la pression sur Yamal. Le Barça est une équipe qui est en manque d'ailier. Il manque vraiment d'ailier, en fait, dans cette équipe-là. C'est dommage. L'autre, ton requin, là, bon, il est peut-être pas requin Mako. Ferran Torres, lui d'être, non, lui, je sais pas, c'est un requin de marigot, lui. C'est un requin d'étendue d'eau, de parc. C'est un requin de quand il a plu, il est là en train de, je sais pas, il vient d'où, lui. Un requin de flaque d'eau. Il nous fatigue, lui, franchement. Mais il y a des boys qui, malheureusement, n'ont pas été là ces derniers temps, mais on va voir d'ici la fin de la saison, Ferran Torres, tout ça. Donc, je pense que Rafinha, là, c'est celui qui a le plus de rythme, celui qui est le plus chaud. S'il continue sur des bonnes performances comme cela, ça va libérer encore plus Lamine Yamal. Ça va permettre à Lewandowski d'avoir vraiment ce soutien-là. Hier, ils ont bien fonctionné ensemble. Et ça donne aussi de la vivacité et du peps à cette équipe du Barça-là. Donc, ouais, moi, Rafinha, je pense que d'ici la fin de la saison, il y a moyen. J'aime bien, j'ai pensé aussi, parce que tactiquement, c'est un des seuls joueurs de profondeur du Barça. On l'a vu contre le PSG. Qui peut vraiment faire des appels tranchants comme ça dans le dos de la ligne? C'est pas vraiment le jeu de Yamal qui aime bien avoir ballon au pied. C'est pas trop Lewandowski qui est plus en déviation, etc. Peut-être sur les entrants, Ferran Torres a une petite pointe de vitesse, mais voilà, dans le 11 titulaire, un gars que tu mets, c'est pas forcément trop non plus Félix, qui est plus à la baguette. Donc t'as besoin d'un gars vraiment en prise de profondeur, qui peut menacer la dernière ligne et faire mal dans le dos d'un Lucas Hernandez, Beraldo, Marquinhos, qui sont pas les plus rapides. Donc il apporte beaucoup là-dessus, et ouais, le Barça joue encore... Ça peut être aussi la saison du Barça, hein. Bon, on va pas, voilà, mais ça peut commencer à sentir bon pour eux. Ils sont net favoris maintenant pour la qualif. Si tu regardes du côté des statisticiens, bookmakers, etc., un club français a jamais renversé un match aller-retour de Ligue des Champions en ayant perdu le match aller. Quand c'était à domicile. Donc ouais, c'est sûr que le Barça peut aller encore un petit peu plus loin. Si jamais ça tombait contre l'Atleti, récemment ils ont battu l'Atleti au Metropolitano 3-0. Ils ont plutôt pris la température de ce match-là.
Donc Rafinha, ouais, non, j'aime bien. Bon, il est un peu trop star pour le mettre là-dedans. On aurait pu aussi dire Lewandowski, hein, parce que là, sur les dernières semaines, il se gère. Il se gère. Vraiment pas mal. Hein. Ouais, et puis c'était important, en fait. Cette équipe en avait besoin. Comme je dis encore une fois, depuis cette défaite face à Villarreal, depuis le soir où il a dit qu'il partait, eh ben, ils sont pas perdus. Bon, c'était le 27 janvier, là. Moi, je comprends pas. C'était en hiver, on est au printemps. Il faut qu'il nous explique ce qui s'est passé. C'est quoi le déclic, je sais pas. Mais en tout cas, ils se sont tous un peu de Koubarsi, le retour de Ter Stegen aussi. Je pense que Villarreal, ils en prennent 5. Derrière, ils ont encaissé très très peu de buts sur les matchs qu'on suivi. Bon, contre le Paris Saint-Germain, 2, mais sinon, pas beaucoup de buts encaissés par le Barça. Avant ce match-là face au PSG, je pense qu'ils encaissent pas beaucoup. Ils encaissent presque rien. C'était 1 sur les 6 derniers matchs. C'est ça, exactement. C'est pour ça. Ils ont vraiment resserré les vis. Et ouais, Koubarsi, Ter Stegen, etc., on aurait pu aussi les mettre dans cette vidéo sur les joueurs à clé déterminants. Si le Barça continue à être aussi étanche derrière, ouais, leur fin de saison peut être pas mal. Donc, ok, donc tu nous mets Rafinha, j'aime beaucoup. Pour finir, j'ai forcément envie de mettre un gars de Manchester City, parce qu'on a mis Darwin pour Liverpool, j'ai mis la paire Gabriel Saliba pour Arsenal. Bah, City, Liverpool, Arsenal... Les 3 engagés en Europe, les 3 engagés dans une des courses les plus passionnantes de l'histoire de la Première Ligue, et pourtant, Dieu sait qu'on en a eu des pas mal. Bah, Man City, il y a beaucoup de joueurs auxquels je pense. Beaucoup de joueurs. C'est ça aussi peut-être la force d'un effectif qui mobilise régulièrement 17, 18, 19 joueurs, où le 11 change souvent. Honnêtement, ils sont tous importants. J'ai hésité à mettre Walker, parce que personne n'a vraiment son profil. Quand je vois ce qu'a fait Vinicius, ce qu'a fait Rodrigo dans cette zone au Santiago Bernabéu, avec un Walker, ça aurait peut-être été un peu différent. La raison pour laquelle peut-être je le mets pas à la fin, c'est que j'ai la sensation que je sais pas s'il va revenir ou quand il va revenir. Guardiola est encore un petit peu vague en conférence de presse sur son schedule de retour, etc. Donc, je suis pas convaincu du tout qu'il revienne pour le match à l'Etihad contre le Real. Si tu me dis qu'il revient demain, là, c'est bon, il est en train de s'entraîner, il revient, ok, pour moi, c'est le joueur clé de City parce qu'il change beaucoup de choses sur un City qui, comme tu le dis régulièrement, est très vulnérable en transition défensive. Avec Walker, même s'il fait pas la saison la plus exceptionnelle, juste avec sa pure vitesse, tu commences à régler un petit peu le problème. Donc là-dessus, très très important. Mais à la fin, j'ai envie de mettre pour City, comme je t'en parle depuis un moment, je pense Ederson, le retour d'Ederson, qui s'est entraîné sur les derniers jours, même si Ortega est bon, peut-être on pourrait dire le gardien de City en général, mais le retour d'Ederson qui, je pense, dès qu'il revient et qu'il est en forme, logiquement, ça va pas être en mode non, c'est quand même Ortega qui reste dans les buts, je pense que quand même la cage va lui revenir, et City joue tellement gros, avec des moments tellement clés, le poste de gardien, quand je pense aux dernières saisons, quand je pense à Courtois contre Liverpool, quand je pense même à Ederson lui-même contre l'Inter l'année dernière, tu sais que dans le money time, ça se joue dans les deux surfaces. Les grands matchs comme ça se joue dans les deux surfaces. Et Ederson, il va falloir qu'il soit au niveau. En revenant là, après pas mal de temps passé loin des terrains, ça peut être un petit peu douteux parfois sur la phase de relance, quand c'est de la relance courte. Relance longue, il n'y a rien à dire, mais sur de la relance courte, parfois, ça peut trembler un tout petit peu. Il revient de blessure à un moment vital, clé, où City peut encore finir la saison avec 0 titre. Il joue le triplé, il joue la FA Cup, il joue la Première Ligue, il joue la Champions. Et il joue encore le vrai treble, lui. Le vrai treble, le vrai treble, mais ça peut finir saison blanche aussi. Et je pense dans tous les cas, Ederson aura eu un rôle clé dans l'aboutissement de la saison de City. Et je suis d'accord avec toi par rapport au gardien de but. Tu vois, en cette fin de saison, on l'a vu la dernière fois, quand Arsenal joue face au Bayern, ça te prend une mauvaise sortie de Raya pour que les gars paniquent un peu et que derrière, ça coûte un but. Tu vois, donc ton gardien, il amène une certaine assurance. Je pense qu'Ortega, en termes de personnalité, j'ai regardé le Netflix de Manchester City ces derniers jours là, sur leur treble d'ailleurs. C'était intéressant. Il a fallu que je mette vraiment le chapeau du gars qui est là pour s'instruire, pour apprendre, pour regarder et tout. Parce que voilà, quand tu regardes après les émotions, toi tu es là, tu dis regarde moi ces tocards là, ils sont c'est comme ça qu'ils parlaient de nous. Ils étaient là nous on était en train de jouer des matchs galères là-bas à West Ham, quand on fait des matchs nuls, ils sont là à l'infirmerie en train de se faire masser en disant j'espère ils vont perdre. C'est sur Netflix. Ouais, c'est sur Netflix, c'est sur Netflix. Okay, sur Netflix le Treble. Donc du coup vraiment documentaire
l'air très très intéressant. Et je voyais les personnalités et je me disais que ouais, effectivement, Ortega a l'air d'avoir une personnalité un peu plus calme. Et tout. Et peut-être que défensivement, c'est important au niveau de City, quand ton équipe joue aussi haut, d'avoir quelqu'un qui, ça peut paraître paradoxal, mais qui a une voix qui porte, qui va vraiment haranguer ses troupes, qui va leur parler, qui va essayer de leur dire attention, machin, je sais pas. Il y a pas mal de choses qui peut-être font qu'en ce moment, City, c'est vrai que c'est une équipe qui concède pas mal de buts. En championnat, on l'a vu en Ligue des Champions aussi. Donc voilà, peut-être qu'Ederson, effectivement, il va ramener ce truc-là. Mais un gardien, c'est très important durant cette phase-ci de la compétition. Voilà. Tu le dis, hein, Thibaut Courtois a été au top, Alisson a été au top quand Liverpool en avait besoin. Edouard Mendy avec Chelsea, je me rappelle l'année 2019, là, il gagne le Yashin, la demi-finale, finale, tout ça, même face à City. Le boy, il est au top. Donc, t'en as besoin d'avoir un très grand gardien de but. Donc, ouais, Ederson, je suis d'accord. C'est dommage parce que j'ai donné tous mes joueurs les plus intéressants. Là, je vais donner un des moins intéressants. C'est un peu une bêtise de ma part. C'est pour les valeureux qui nous auront écouté jusqu'au bout du podcast. Voilà votre récompense. Voilà, c'est vraiment dommage, quoi. Vraiment, le gars, il va venir avec un gars. Non, je réfléchissais, j'ai dit, j'ai d'autres boys, mais je pense que je vais mettre Paulo Dybala. Je vais mettre Paulo. Mais non, je l'avais moi aussi, génial. Ah merde. Cool. Non, mais génial, c'était dans ma liste complémentaire, c'était le premier. Je suis totalement d'accord avec toi. Je vais mettre Paulo Dybala, il fait une grosse saison. Il est venu avec José. José est parti. Il est un peu, j'ai envie de dire, pas capitaine, mais plus que capitaine même, j'ai envie de dire leader un tout petit peu de cette équipe-là, offensivement. Ils ont quelque chose à jouer face à l'AC Milan, faut pas les enterrer. Ouais. Et ils ont une 4e place à aller chercher aussi en championnat pour aller chercher Thiago Motta. Il peut être la légende qu'il a envie d'être s'il se gère cette saison. Mais c'est vraiment Roma contre Bologne, hein, la fin de saison. Chaud. Bologne a 2 points de plus que la Roma, qui est 5e donc. Et il y a un AS Roma Bologne qui arrive là dans 11 jours. C'est 22 avril, un peu moins que 11 jours au moment où la vidéo sort. Donc voilà. À l'Olympico, le moment pour Dybala qui cette saison en Serie A est quand même à 12 buts et 8 passes D. Hein. Incroyable. 20 contributions décisives. Il est chaud. Ah, il est très chaud. Il est chaud, la Roya. Et là, donc, tu as genre en plus le quart de finale d'Europa League contre l'AC Milan. Il y a des gros duels qui arrivent. Et je pense à plein de choses quand je pense à Dybala, mais je pense par exemple à sa qualité sur coup de pied arrêté, qui peut débloquer des matchs comme ça, de knock-out, de compétition européenne. Genre le corner qu'il met pour Mancini contre la Lazio, là, dernier match, l'AS Roma l'emporte 1-0 dans le derby romain, etc. Sur un corner de Dybala, il peut débloquer pas mal de situations. Donc totalement d'accord avec toi, c'était le premier de ma liste complémentaire. Tu as parlé un petit peu de l'OL, tu nous as pas donné ton joueur finalement. Maxence Cacré. Ok, d'accord. Maxence Cacré, grosse saison. Enfin, je revois le Cacré que Miskin, je l'avais vu un match, il m'avait bluffé. C'était face à contre Manchester. La Juve, non c'était City. Ah, contre City. Cette année-là, c'était City, Juve. Cette année-là, ouais. Il avait fait juste avant contre la Juve, il avait été pas mal. Des enchaînements de méchants. J'ai dit, mais le boy là, c'est qui là, le petit DiCaprio de comment on appelle ça là, des Alpes du Rhône ou je sais pas comment où est-ce que vous appelez là? Je sais pas où est-ce que ça s'appelle comment. Le DiCaprio du Rhône. DiCaprio du Rhône là, qui est en train de fatiguer les gens. Et là, il fait une très belle saison. Lyon est au top. Bon, Lacazette aussi est en train de faire une belle saison et tout. Mais je pense que ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Est-ce qu'il va rester à Lyon ou pas? Est-ce que c'est la saison qui peut lui permettre de pouvoir peut-être avoir ce tremplin-là? Parce que c'était la belle génération là, Aouar, tout ça. Mais il y a des boys qu'on a perdu un peu sur le chemin. Donc retrouver Cacré, je me dis voilà, s'il se gère d'ici la fin de la saison, qu'il continue comme ça, avec cette très belle performance, mais peut-être que ça peut être ce boost aussi supplémentaire dont Lyon a besoin pour aller chercher. On sait jamais, hein, Lyon. Voilà, la Coupe de France et la qualification en Europe, hein, je pense. Exactement, t'as tout dit, c'est ça. On a encore beaucoup de choses à jouer, hein, mine de rien, sur la fin de saison. Donc j'aime bien l'idée Cacré, c'est vrai. C'était lui. Sinon, j'avais dans ma liste complémentaire rapidement, j'avais Nottingham Forest et Luton. Deux équipes qui se battent back-to-back pour rester en première ligue. C'est dur de rester en première ligue. On connaît la difficulté de la deuxième division anglaise. Quand tu descends, après c'est galère pour remonter, quoi. Des fois, il y a des gars, ils ont faim là-bas. Ils sont genre 24 ou 25 équipes, je sais pas. C'est le bordel là-bas, franchement. Pour rappel, donc, Luton est 18e avec 25 points. Exactement. Burnley et Sheffield sont quasiment déjà relégués. C'est presque fini. Et Nottingham Forest est 17e avec 25 points aussi. Il y a 4 petits buts de goal average. Ils sont coude à coude. Exactement. Et Nottingham a perdu des points à cause, comme Everton cette saison, parce que pour ceux qui savent pas, en première ligue, bon, pour breach of financial machin, bon bref, ils ont pas respecté certaines règles. Nottingham et Everton ont perdu des points, donc du coup la perte de points de Nottingham a fait de telle sorte que Luton a recommencé à y croire, puisque Nottingham a perdu 4 points. Donc du coup ça donne un Nottingham avec un attaquant, Chris Wood,
Les gars qui connaissent bien la première ligue, ils le connaîtront. C'est un bandit qui était à Burnley, tout ça et tout. Et ces derniers temps, il est vraiment, on peut dire genre, Wood is on fire, quoi. Franchement, Wood is on fire. Tout ça pour la placer. C'est bien. Everton est dans Everton, non, ils ont un match en moins. Ils ont 2 points de plus et un match en moins. Ils ont un match en moins. Ils sont un peu plus safe. Ouais, je pense que en plus Everton, il y a quand même, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que ça va tenir, quoi. Il y a Chandai. L'année dernière, ils sont passés à ça. Hein. Je me souviens, c'était le but de Doucouré, là, incroyable, dernier match, un des derniers mois. Ouais, pour être sauvé. Donc ouais, Chris Wood de Nottingham, 4 buts sur ses 4 derniers matchs en Première Ligue. C'est important pour une équipe qui joue la relégation d'avoir un attaquant qui est en feu en cette fin de saison. Donc Wood et du côté de Luton, Ross Barkley qu'on retrouve parce qu'il fait une belle saison. Suivre, crois, franchement, c'est incroyable. Je m'attendais pas à ça parce que bon, je pensais qu'on l'avait perdu, tu vois. Quand je pense à Ross Barkley, je pense à Dele Alli, je pense à cette génération de jeunes boys anglais là, il y a quelques années où tu te disais, ouais, les gars, ils sont trop chauds et tout. Il y en a, Barkley est parti après, quand il a quitté Everton, il est parti à Chelsea, ça a été compliqué avec Lampard, il n'a pas réussi vraiment à s'imposer. Aujourd'hui, il est à Luton. Luton, c'est le plus petit stade de Première Ligue, le plus petit club en ce moment en Première Ligue. C'est des vaillants, franchement, c'est des vaillants. Et ils ont un Barkley qui amène vraiment toute son expérience de ce qu'il a eu à vivre et il est vraiment en train de faire une top saison. Vraiment, il est pertinent. Au-delà même des statistiques, c'est vraiment son apport dans le jeu quand tu vois les matchs de Luton. C'est un paradoxe parce que Luton, c'est une des équipes qui joue le maintien, mais qui joue pas forcément défensif. Ils essayent, ils tentent, ils n'ont pas peur, tu vois, de temps en temps. Mais en Première Ligue, c'est souvent le problème. Hein. Ça leur a peut-être coûté. Il y a souvent des petits promus qui essayent de jouer positif, comme ça. Je me souviens de Norwich, par exemple. Norwich, c'était très expansif comme foot. Même Burnley de Vincent Compagnie, c'est à la base, en tout cas, c'était censé être ça. Mais un peu trop naïf. Et ça te tue un peu. Donc voilà, c'est les 2 joueurs que j'avais là-bas. C'est bien. Sinon, c'est tout. Voilà, c'est tout. De toute manière, tu peux dire ce que tu veux, parce qu'à partir du moment où tu as dit Chris Wood, 90% des gens ont quitté la vidéo. Ils savaient même pas c'était qui, en fait. Ils ont senti qu'on était sur la fin. Ils se sont dit, c'est qui Chris Wood? Si vous êtes resté, s'il vous plaît, en commentaire, mettez Chris Wood, et puis faisons de Chris Wood le top commentaire de cette vidéo. Voilà, je compte sur les gens qui sont restés, je compte sur vous. Un vrai YouTuber, Stan. C'est bien, c'est bien. Écoute, nickel, bah écoute, ça conclut à peu près. J'avais du Havertz, du Trossard. J'ai vu j'ai fait un petit tweet, les joueurs clés de la fin de saison, et quelqu'un a dit Emile Smith-Rowe parce qu'il va marquer le but qui va vous donner le titre. 38e journée. Donc ça c'est juste en lisant ça, j'ai eu des petits frissons juste par magnifique pour toi, pour vous. Ouais, t'imagines. J'ai trop hâte de voir la fin de saison de PL, ça va être incroyable. Cette fin de saison dans l'ensemble va être assez sympathique. Donc voilà pour nous les amis, rendez-vous sur la chaîne de Stan. Je crois qu'il a des trucs à dire, il est fâché un peu. Ouais. Donc rendez-vous sur sa chaîne pour discuter de tout ça. Et de notre côté, on se dit à très vite, passez un excellent week-end et à bientôt. Bisous.